Le traducteur n'est pas venu à la réunion. Alors la femme de ménage a dit « Laissez-moi faire, je vais traduire ». Émilie Dubois sentit son cœur s'accélérer lorsqu'elle entendit des voix élevées venant de la salle de réunion. Elle poussait son chariot de ménage dans le couloir du 22e étage de Laurent & Associés, l'une des plus grandes entreprises d'import-export de Paris. Ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que sa vie allait complètement changer dans les minutes qui suivaient. « C'est pas possible, juste aujourd'hui !» cria une voix masculine énervée de l'autre côté de la porte vitrée. Émilie arrêta de pousser son chariot. 3 ans de travail ici lui avaient appris à reconnaître la voix de Philippe Laurent, le PDG de l'entreprise. Il semblait désespéré, ce qui était très rare. « Monsieur Laurent, j'ai appelé toutes les agences de traduction de la ville. Personne ne peut envoyer un professionnel maintenant, » répondit Marine, la secrétaire exécutive, d'une voix tremblante. Émilie s'approcha discrètement de la porte. À travers la vitre, elle voyait une immense table ovale entourée d'hommes et de femmes en costumes élégants. De l'autre côté, assis bien droit, se trouvaient 5 Japonais qui semblaient impatients. « Cette négociation vaut 80 millions d'euros, » continua Philippe Laurent, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Si nous perdons ce contrat, l'entreprise peut faire faillite. » La femme de ménage observa le désespoir marqué sur le visage du dirigeant. Elle connaissait ce sentiment, le même désespoir qu'elle ressentait chaque jour en se levant à 4 heures du matin, se demandant si elle arriverait à économiser assez pour le mois suivant. « Qu'allons-nous faire? Ils sont venus spécialement du Japon pour cette réunion, » murmura Nicolas, le directeur financier. Émilie prit une profonde inspiration. Elle hésita un instant, puis frappa légèrement à la porte vitrée. Tous les regards se tournèrent vers elle. Un silence total s'installa dans la pièce. Philippe Laurent ouvrit la porte avec une expression d'impatience. « Émilie, ce n'est pas le moment pour le ménage. Nous avons une urgence, » dit-il, essayant d'être poli malgré son agitation. « Je sais, monsieur Laurent. Je vous ai entendu parler du traducteur, » répondit-elle d'une voix calme mais ferme. « Je peux aider. » Un rire nerveux résonna dans la salle. Certains cadres échangèrent des regards incrédules. « Émilie, merci pour l'intention, mais nous avons besoin d'un traducteur professionnel de japonais, » expliqua Marine avec un sourire forcé. « Je parle japonais, » dit simplement Émilie. Le silence régna à nouveau. Philippe Laurent la regarda plus attentivement, comme s'il la voyait pour la première fois en 3 ans. « Comment ça, tu parles japonais ?» demanda-t-il incrédule. Émilie s'adressa directement aux investisseurs japonais et dit quelque chose dans un japonais fluide. Les 5 hommes se regardèrent, surpris, et répondirent avec enthousiasme dans la même langue. Les mâchoires de presque tous les présents tombèrent. Philippe Laurent resta sous le choc pendant quelques secondes. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Nous qui débutons, maintenant continuons. « Qu'est-ce que vous leur avez dit ?» demanda le PDG, essayant encore de digérer ce qu'il venait de voir. « J'ai dit que j'étais employé de l'entreprise et que je pouvais aider à traduire pendant que vous résolvez le problème, » répondit Émilie, restant calme malgré tous les regards braqués sur elle. Un des Japonais dit quelque chose dans sa langue natale et Émilie traduisit immédiatement. « Monsieur Tanaka dit qu'il est impressionné par ma maîtrise de la langue et que, si vous êtes d'accord, ils peuvent commencer la réunion. » Philippe Laurent regarda les autres cadres, qui semblaient aussi perdus que lui. La situation était inédite, mais il n'avait pas le choix. « Émilie, vous êtes sûre de pouvoir le faire? Cette réunion est extrêmement importante, » dit-il, la regardant droit dans les yeux. « J'en suis certaine, docteur Philippe, » répondit-elle avec une assurance qui surprit tout le monde. « Docteur Laurent, avec tout le respect que je vous dois, nous ne connaissons pas le niveau de japonais d'Émilie. C'est risqué de confier une négociation de cette ampleur à quelqu'un sans référence, » murmura Cécile, la directrice des ressources humaines, essayant d'être discrète. Émilie entendit le commentaire mais ne montra aucune irritation. Elle était habituée à ce genre de réaction. « Je comprends votre inquiétude, madame. Si vous le permettez, je peux faire une traduction test d'un document technique, » proposa-t-elle. Nicolas prit un contrat complexe sur l'importation d'équipements électroniques et le tendit à Émilie. Elle lut le document pendant quelques minutes et commença à le traduire en japonais, utilisant des termes techniques précis qui impressionnèrent visiblement les investisseurs. Un des Japonais posa une question spécifique sur les réglementations douanières.
Et Émilie ne se contenta pas de traduire, elle expliqua en détail les procédures, montrant une connaissance approfondie du commerce international. « Comment savez-vous autant sur l'import-export » demanda Dr Philippe, de plus en plus intrigué. « Je fais attention quand je nettoie les salles. J'écoute les réunions depuis 3 ans, » répondit Émilie sans vouloir en dire trop sur son passé. La réunion commença et Émilie se plaça à côté de la table, traduisant chaque mot avec une précision impressionnante. Elle ne se contentait pas de convertir la langue. Elle captait les nuances culturelles et expliquait les contextes quand nécessaire. Pendant la présentation des chiffres de l'entreprise, Émilie remarqua une grave erreur dans les données financières que Nicolas présentait. Les valeurs en yens avaient une décimale incorrecte, ce qui représentait une différence de millions d'euros. « Docteur Nicolas, permettez-moi de vous interrompre, » dit Émilie poliment. « Il y a une erreur dans la conversion. Vous parlez de 300 millions de yens, mais le document indique 30 millions. » Nicolas vérifia rapidement et devint pâle. Si l'erreur était passée inaperçue, l'entreprise aurait perdu une fortune. « Émilie, merci d'avoir remarqué cela. Vous avez sauvé la négociation, » dit-il, avec un soulagement évident dans la voix. Les investisseurs japonais furent impressionnés non seulement par la maîtrise linguistique d'Émilie, mais aussi par ses connaissances techniques et son attention aux détails. Pendant la pause café, Cécile tira Émilie à l'écart. « Émilie, je dois savoir, où avez-vous appris le japonais ?» demanda-t-elle avec une curiosité sincère. « C'est une longue histoire, Madame Cécile, » répondit Émilie, évitant d'entrer dans les détails. « Vous avez une formation en traduction ?» insista la directrice des RH. Émilie hésita avant de répondre. « J'ai déjà étudié les langues, oui. » Cette réponse vague intrigua encore plus Cécile, mais Émilie s'éloigna avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. La réunion continua pendant encore 2 heures. Émilie traduisit des discussions complexes sur la logistique, les contrats d'exclusivité et les projections de marché. Sa performance fut impeccable. À la fin, les Japonais étaient visiblement satisfaits. Le chef de la délégation fit un discours félicitant l'entreprise et surtout la qualité de la traduction. Monsieur Tanaka dit qu'il a rarement rencontré une traductrice avec une telle compétence technique et culturelle. Il veut savoir si vous travaillez exclusivement pour Laurent & Associés, traduisit Émilie. Dr Philippe la regarda avec une expression de quelqu'un qui réévaluait complètement son employé. Dites-lui que vous êtes notre traductrice officielle, dit-il improvisant sur le moment. Émilie traduisit le message, et les Japonais semblaient satisfaits. Après le départ des investisseurs, Dr Philippe demanda à Émilie de rester dans la salle. « Émilie, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez sauvé l'entreprise aujourd'hui, » dit-il visiblement ému. « J'ai simplement fait mon travail, Dr Philippe, » répondit-elle simplement. « Je veux vous faire une proposition. Et si vous deveniez notre traductrice officielle, je peux tripler votre salaire, » proposa-t-il. Émilie resta silencieuse pendant quelques secondes. L'offre était tentante, mais elle secoua la tête en signe de refus. « Merci pour cette proposition, mais je ne peux pas accepter, » dit-elle. « Comment ça, vous ne pouvez pas accepter ?» demanda le docteur Philippe, surpris par son refus. « J'ai d'autres engagements. Je dois conserver mon emploi du temps actuel, » expliqua Émilie sans donner trop de détails. Son refus laissa tout le monde dans la salle perplexe. Quel genre d'engagement une femme de ménage pouvait-elle avoir qui soit plus important que tripler son salaire? Cécile décida d'enquêter. Les jours suivants, elle observa discrètement les horaires d'Émilie. L'employé arrivait toujours à 4 heures du matin et partait à 10 heures du soir. 18 heures de travail par jour. « Marine, savez-vous ce que fait Émilie après son service ?» demanda Cécile à la secrétaire. « Aucune idée. Elle est très discrète, » répondit Marine. Nicolas était aussi curieux. Lors d'une conversation dans l'ascenseur, il essaya de sonder Émilie sur ses connaissances. « Émilie, avez-vous étudié la gestion ? Parce qu'hier vous avez montré une grande connaissance du commerce international, » commenta-t-il. « Je faisais juste attention pendant les réunions, » répondit-elle, évitant le sujet. Mais Nicolas n'était pas convaincu. Il demanda à Marine de faire des recherches discrètes sur le passé d'Émilie. Pendant ce temps, Sylvie, la superviseuse de l'équipe de nettoyage, était agacée par toute l'attention qu'Émilie recevait. Elle travaillait dans l'entreprise depuis 15 ans et n'avait jamais eu de reconnaissance particulière. Maintenant qu'elle joue les traductrices, elle veut se donner de l'importance, murmura Sylvie aux autres femmes de ménage. Le lendemain,
Sylvie commença à créer des difficultés à Émilie. Elle doubla ses tâches et l'envoya nettoyer les toilettes du sous-sol, les plus sales du bâtiment. « Sylvie, pourquoi avez-vous changé mon planning ?» demanda Émilie. « Parce que c'est moi qui commande ici. Traductrice ou pas, tu es toujours une femme de ménage » répondit Sylvie d'un ton provocateur. Émilie accepta les tâches supplémentaires sans se plaindre, mais l'effort supplémentaire la fatiguait visiblement. Pendant le déjeuner, elle s'assit avec Jean et Françoise, des collègues du nettoyage qui avaient toujours été gentils avec elle. « Émilie, Sylvie est injuste avec toi, » remarqua Jean. « Laisse tomber, Jean. Je ne veux pas d'histoire, » répondit Émilie. « Mais ce n'est pas juste. Tu as aidé l'entreprise et maintenant tu es punie, » insista Françoise. Jean baissa la voix et demanda « Émilie, je peux te poser une question. Où as-tu appris toutes ces langues ?»« Comment ça, toutes ces langues ?» demanda Émilie, surprise. « Ben, l'autre jour, je t'ai entendu parler espagnol avec les livreurs. La semaine dernière, tu as parlé français avec ces clients perdus, » expliqua Jean. Françoise ajouta « Et quand ces Chinois du service administratif sont venus, tu leur as aussi parlé. » Émilie réalisa qu'elle s'était dévoilée plus qu'elle ne le pensait. Elle avait toujours essayé de passer inaperçue, mais de petits gestes de gentillesse envers ceux qui ne parlaient pas français l'avaient trahie. « J'aime juste les langues, » dit-elle, minimisant la situation. Mais Jean et Françoise échangèrent un regard. Il était évident qu'il y avait bien plus dans l'histoire d'Émilie qu'elle ne le disait. La semaine suivante, une délégation allemande inattendue arriva pour discuter d'un partenariat urgent. Le docteur Philippe se souvint immédiatement d'Émilie. « Émilie, pouvez-vous nous aider à nouveau ?» demanda-t-il. « Bien sûr, docteur Philippe, » répondit-elle. La traduction en allemand fut aussi parfaite que celle en japonais. Émilie montra une connaissance des réglementations européennes et des systèmes de qualité qui impressionnèrent les visiteurs. Cette fois, Julien, l'assistant marketing, eut l'idée de filmer quelques moments de la réunion pour les réseaux sociaux de l'entreprise. « Une employée multitâche qui représente notre entreprise », posta-t-il sur LinkedIn. La vidéo devint virale parmi les employés de Laurent & Associés. En quelques heures, tout le monde dans l'immeuble était au courant de la femme de ménage qui parlait allemand. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Les réactions des collègues furent mitigées. Certains félicitèrent Émilie avec une admiration sincère, d'autres commencèrent à la traiter avec une certaine méfiance, comme si elle prétendait être quelqu'un d'autre. « Pourquoi n'as-tu jamais dit que tu parlais autant de langues ?» demanda Sandrine, de la comptabilité. « Personne ne me l'a jamais demandé, » répondit Émilie simplement. « Mais c'est étrange qu'une femme de ménage sache tout ça, » commenta Pierre du département des ventes, sans réaliser à quel point sa remarque était préjudiciable. Émilie ressentit le poids du jugement, mais ne se laissa pas démonter. Elle était habituée à ce genre de réaction. À la fin de la semaine, quelque chose d'inattendu se produisit. Une jeune fille d'environ 17 ans se présenta à la réception de l'entreprise, demandant Émilie Dubois. « Dis à ma mère que Sophie est là et qu'elle doit lui parler de toute urgence, » dit-elle à la réceptionniste. Celle-ci resta perplexe. Elle ignorait qu'Émilie avait une fille. « Émilie, il y a une jeune femme ici qui dit être votre fille, » annonça la réceptionniste via l'interphone. Émilie descendit immédiatement, visiblement inquiète. « Sophie, que fais-tu ici? Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle en serrant sa fille dans ses bras. « Maman, j'ai vu la vidéo. Tout le monde à l'école en parle, » dit Sophie, les larmes aux yeux. « Quelle vidéo ?» demanda Émilie, ne comprenant pas. « Celle de la réunion, ils disent que tu es une femme de ménage et que tu fais semblant d'être importante, » expliqua Sophie, visiblement gênée. Émilie sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment arriverait. « Sophie, parlons-en à la maison, » dit-elle, essayant de calmer sa fille. « Non, maman, arrête ça, arrête de t'humilier » cria Sophie, attirant l'attention de plusieurs personnes dans le hall. Docteur Philippe, qui passait par là, assista à la scène. « Sophie, calme-toi, je t'en prie » supplia Émilie, embarrassée par la situation. « Tu as un master en linguistique, tu étais professeur à l'université. Pourquoi travailles-tu comme femme de ménage ?» hurla Sophie sans se soucier des témoins. Un silence absolu s'installa dans le hall. Docteur Philippe et d'autres s'arrêtèrent pour observer la dispute. Émilie regarda autour d'elle, vit tous les regards braqués sur elle et prit une décision. « Sophie, viens avec moi, »
Parlons, dit-elle en entraînant sa fille dans un coin plus isolé. Mais le mal était fait. Tout le monde avait entendu qu'Émilie avait un diplôme universitaire et avait été professeure. Dr Philippe s'approcha discrètement. « Émilie, je suis désolé d'avoir surpris votre conversation. Voulez-vous en parler dans mon bureau ?» proposa-t-il gentiment. Émilie hésita, mais comprit qu'elle ne pouvait plus éviter les explications. « Sophie, rentre à la maison. Nous en reparlerons plus tard, » dit-elle à sa fille. « Maman, je ne voulais pas t'embarrasser. Je ne supporte plus de te voir souffrir, » murmura Sophie avant de partir. Dans le bureau de Dr Philippe, Émilie se retrouva obligée de raconter son histoire. « Émilie, ne vous sentez pas obligée de vous justifier, mais si vous souhaitez en parler, je suis là pour vous écouter, » dit-il avec bienveillance. Émilie prit une profonde inspiration et commença. « C'est vrai que j'ai un master en linguistique. J'ai enseigné à l'université en Normandie pendant 8 ans. » Dr Philippe l'écouta sans la juger. « Je suis venu à Paris il y a 3 ans pour mon fils cadet, Julien. Il a une maladie neurologique rare qui nécessite un traitement spécialisé, disponible uniquement ici. « Et pourquoi n'avez-vous pas cherché un travail dans votre domaine ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. « J'ai essayé, mais les universités ici exigent des qualifications que je n'ai pas, des recommandations que je ne possédais pas. Le processus de sélection prend des mois, et j'avais besoin d'argent immédiatement pour financer le traitement de Lucas, » expliqua Émilie. L'histoire commençait à prendre tout son sens pour le docteur Philippe. Le travail de femme de ménage m'a permis d'avoir un revenu fixe rapidement, et comme je travaille la nuit, je peux donner des cours particuliers en ligne pendant la journée pour compléter mes revenus, continua-t-elle. C'est pour ça que vous avez refusé ma proposition de devenir traductrice, conclut-il. Exactement. Si je changeais mes horaires, je perdrais mes élèves en ligne, et mes revenus seraient moindres à la fin du mois, expliqua Émilie. Le docteur Philippe fut impressionné par sa détermination. « Émilie, combien d'heures dormez-vous par jour ?» demanda-t-il, inquiet. « Environ 4-5 heures. »« Mais j'ai l'habitude, » répondit-elle, comme si c'était normal. « Et le traitement de votre fils, il donne des résultats ?» questionna-t-il. Émilie hésita avant de répondre. Ses mots étaient empreints de douleur. « Il est stable. » Mais le médecin a dit qu'il existe une nouvelle procédure expérimentale aux États-Unis qui pourrait beaucoup l'aider. « Seulement, ça coûte une fortune, » dit-elle, la voix tremblante. « Combien ?» demanda le docteur Philippe. « 200 000 $, répondit Émilie, comme si c'était une somme impossible à obtenir. Le docteur Philippe fit quelques calculs mentaux. C'était environ 1 million d'euros. « Émilie, laissez-moi vous faire une proposition. Et si l'entreprise finançait le traitement de votre fils ?» proposa-t-il. Émilie secoua immédiatement la tête. « Je ne peux pas accepter la charité, docteur Philippe. Je vous suis déjà tellement reconnaissante pour l'opportunité de travail que vous m'avez offerte, » dit-elle avec fierté. « Ce ne serait pas de la charité, ce serait un investissement. Vous avez sauvé un contrat de 80 millions d'euros. Votre travail vaut cela et bien plus, » argumenta-t-il. « Je vous remercie infiniment, mais je ne peux pas accepter, » insista Émilie. Le docteur Philippe comprit qu'elle était têtue quand il s'agissait de préserver sa dignité. Les jours suivants, l'histoire d'Émilie se répandit dans toute l'entreprise. Les réactions furent variées. Certains collègues l'admiraient encore plus, d'autres se sentaient gênés de l'avoir sous-estimée. Cécile convoqua Émilie pour un entretien aux ressources humaines. « Émilie, j'ai pris la liberté de vérifier vos qualifications académiques. Votre CV est impressionnant, » dit-elle. « Merci, Madame Cécile, » répondit Émilie, ne sachant pas où cette conversation menait. « J'aimerais vous proposer quelque chose. Et si nous créions un poste spécifique pour vous, coordinatrice des relations internationales ?» offrit Cécile. « Je vous remercie, mais comme je l'ai expliqué au docteur Philippe, je ne peux pas changer mes horaires, » répondit Émilie. « Et si nous vous offrions une flexibilité horaire, vous pourriez organiser votre emploi du temps selon vos besoins, » proposa Cécile. Émilie fut surprise par cette offre. « Puis-je y réfléchir ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Mais Émilie, l'entreprise reconnaît votre valeur. Nous ne voulons pas vous perdre, » dit Cécile. Cette même semaine, quelque chose d'inattendu se produisit. Les investisseurs japonais revinrent pour une deuxième série de négociations et demandèrent spécifiquement Émilie pour la traduction. Ils ont dit avoir été très impressionnés par votre professionnalisme et vos connaissances techniques, informa le docteur Philippe. Durant la deuxième réunion,
Émilie ne se contenta pas de traduire, mais participa activement aux discussions, faisant des suggestions sur la logistique et l'adaptation culturelle des produits pour le marché français. Un des Japonais posa une question spécifique sur les réglementations sanitaires pour l'importation de denrées alimentaires, et Émilie répondit avec des détails qui surprirent même Nicolas, pourtant expert dans ce domaine. « Comment savez-vous autant sur les réglementations sanitaires ?» demanda Nicolas après la réunion. « Avant de donner des cours de langue, j'ai travaillé 2 ans au ministère de l'Agriculture à Lyon. J'étais responsable de l'analyse des documents d'importation, expliqua Émilie. Chaque révélation sur le passé d'Émilie montrait clairement qu'elle était bien plus qualifiée que ce que n'importe quel poste dans l'entreprise exigeait. Nicolas eut une idée et la proposa à Philippe. « Et si nous engagions Émilie comme consultante? Elle pourrait garder des horaires flexibles et être payée par projet, suggéra-t-il. Philippe trouva l'idée intéressante. « Émilie, que dirais-tu de travailler avec nous comme consultante internationale? Tu choisis les projets et organises ton emploi du temps, proposa-t-il. « Quel serait le salaire? Demanda Émilie, pragmatique. « 15 000 € par projet terminé, répondit Philippe. Émilie fit rapidement le calcul. Avec 2 projets par mois, elle gagnerait plus que son salaire actuel tout en gardant sa flexibilité. « Je peux continuer à donner des cours en ligne? Demanda-t-elle. « Bien sûr. Tu serais notre consultante, pas une employée exclusive, précisa-t-il. Pour la première fois en 3 ans, Émilie sourit avec un véritable espoir. « J'accepte la proposition, dit-elle. » La transformation dans la vie d'Émilie fut progressive mais constante. En tant que consultante, elle avait du temps pour mieux se consacrer à ses cours en ligne et parvint à augmenter significativement ses revenus. Quelques mois plus tard, elle réussit à économiser suffisamment pour emmener Lucas consulter un spécialiste aux États-Unis pour sa condition. « Maman, tu as réussi !» dit Sophie en serrant Émilie dans ses bras lorsqu'elles apprirent que Lucas était accepté dans le programme expérimental. « Nous avons réussi, ma fille. C'était un travail d'équipe, » répondit Émilie. Philippe, ému par les progrès de Lucas, prit une décision. « Émilie, je veux te faire une proposition différente. Et si nous créions un département des talents cachés dans l'entreprise ?» suggéra-t-il. « Comment ça ?» demanda-t-elle. « Identifier les compétences inexploitées parmi tous les employés. Tu serais responsable de ce projet, expliqua-t-il. » Émilie accepta le défi et commença à parler aux employés de tous les secteurs de l'entreprise. Les découvertes furent surprenantes. Jean, de l'entretien, avait une formation technique en électronique et aida à résoudre des problèmes récurrents dans les équipements du bureau. Françoise avait été couturière spécialisée et créa des uniformes plus confortables pour l'équipe. Même Sylvie, qui avait été hostile envers Émilie, révéla avoir de l'expérience en organisation d'événements et commença à aider dans la logistique des réunions importantes. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ces talents ?» demanda Émilie à Jean. « Parce que personne ne me l'a jamais demandé, » répondit-il, faisant écho aux mots qu'Émilie avait prononcés des mois auparavant. Le projet des talents cachés devint l'un des plus réussis de l'entreprise. Les employés qui se sentaient sous-utilisés trouvèrent un but, et l'entreprise découvrit des ressources internes précieuses. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Lucas répondit mieux que prévu au traitement expérimental. Après 6 mois aux États-Unis, il revint en France avec une nette amélioration de son état neurologique. « Philippe, je ne sais comment vous remercier pour tout ce que l'entreprise a fait pour nous, » dit Émilie le jour du retour de Lucas. « Émilie, tu as transformé notre entreprise. Nous avons montré qu'en regardant les personnes au-delà de leur poste, on peut obtenir des résultats incroyables, » répondit-il. L'histoire d'Émilie inspira d'autres entreprises à créer des programmes similaires. Elle fut invitée à donner des conférences sur la valorisation des talents et l'inclusion en milieu professionnel. 2 ans après la première réunion avec les Japonais, Émilie était devenue l'une des consultantes les plus respectées de Paris dans le domaine des relations internationales. Sophie, qui avait d'abord eu honte du travail de sa mère comme femme de ménage, était désormais fière du parcours de sa famille. « Maman, tu es mon héroïne, dit-elle le jour de son baccalauréat. Nous sommes une famille de guerrières, ma fille, répondit Émilie. Un lundi matin, Émilie entra chez Laurent et Associés non plus en poussant un chariot de ménage, mais en portant son attaché-case de consultante. Dans l'ascenseur, elle croisa Jean,
qui travaillait désormais comme technicien en électronique. « Émilie, merci d'avoir cru en moi, dit-il. Jean, le talent était toujours là, il ne manquait qu'une opportunité, répondit-elle. En arrivant à son bureau au 22e étage, Émilie regarda par la fenêtre et réfléchit à son parcours. 3 ans plus tôt, elle nettoyait ces mêmes vitres, invisibles aux yeux de la plupart. Sylvie frappa à la porte. « Émilie, peux-tu m'aider avec l'organisation de l'événement de fin d'année ?» demanda-t-elle. Leur relation s'était beaucoup améliorée depuis qu'Émilie avait aidé Sylvie à trouver sa place dans l'entreprise. « Bien sûr, Sylvie. Travaillons ensemble, » répondit Émilie. Pendant la réunion de planification, Cécile remarqua « Émilie, tu as créé une révolution silencieuse ici. Les gens se sentent plus valorisés et productifs. Je n'ai fait que regarder les gens comme des êtres humains complets, pas comme des fonctions limitées, » expliqua Émilie. Dr Philippe entra dans la pièce à ce moment-là. « Émilie, j'ai reçu une proposition intéressante. La Confédération des industries souhaite vous engager pour implémenter le programme des talents cachés dans les entreprises à travers le pays, annonça-t-il. « Ce serait une formidable opportunité d'aider plus de gens, » répondit Émilie enthousiaste. « Mais à une condition, vous resteriez notre consultante principale, » dit Dr Philippe en souriant. « Bien sûr, Laurent & Associés sera toujours ma maison professionnelle, » assura Émilie. Cet après-midi-là, Émilie reçut un appel spécial. « Maman, j'ai une surprise pour toi, » dit Lucas au téléphone. « Quelle surprise, mon chéri ?» demanda-t-elle. « J'ai réussi le concours de médecine. Je veux aider d'autres enfants comme moi, » annonça-t-il euphorique. Émilie fondit en larmes de joie. Tous les sacrifices en valèrent la peine. En fin de journée, elle passa devant la salle où elle faisait autrefois le ménage. Elle était maintenant occupée par une équipe de jeunes traducteurs qu'elle avait aidé à recruter. « Bonsoir, docteur Émilie », la saluèrent-ils respectueusement. Elle se sentait encore étrange d'être appelée docteur, mais avait appris à accepter cette reconnaissance si durement gagnée. En sortant du bâtiment, Émilie rencontra Françoise, qui travaillait désormais au service de conception des uniformes. « Émilie, tu as changé la vie de tant de gens ici, » dit Françoise. « Françoise, parfois les opportunités sont plus proches qu'on ne l'imagine. Il faut juste avoir le courage de les montrer, » répondit Émilie. 6 mois plus tard, Émilie était à Paris, présentant le programme des talents cachés à des représentants de grandes entreprises nationales. Ce que nous avons appris, c'est que chaque employé est une personne complète, avec une histoire, des connaissances et un potentiel qui vont bien au-delà de son poste, expliqua-t-elle à l'auditoire. Un participant leva la main. « Docteur Émilie, comment identifier ces talents cachés? La première règle est simple, demandez, parlez aux gens, écoutez leurs histoires. Vous serez surpris de vos découvertes, » répondit-elle. Après la conférence, plusieurs chefs d'entreprise l'approchèrent pour implémenter des programmes similaires. De retour à Paris, l'agenda d'Émilie débordait de consultations. Elle était devenue une référence nationale en gestion des talents et inclusion professionnelle. À la maison, Lucas étudiait la médecine avec acharnement. Sophie avait réussi le concours de gestion et voulait suivre les traces de sa mère dans le monde professionnel. « Maman, tu as transformé notre famille », dit Sophie pendant le dîner. « Non, ma fille, nous nous sommes transformés ensemble. Chaque défi nous a rendus plus fortes, » répondit Émilie. 1 an plus tard, Lucas commença un stage en neurologie pédiatrique, se spécialisant précisément dans la condition qu'il avait lui-même affrontée. « Je veux aider d'autres familles comme la nôtre, » dit-il à Émilie. Sa passion pour aider d'autres enfants toucha profondément Émilie. Le cycle de résilience de la famille s'accomplissait. Dans l'entreprise, le programme des talents cachés avait identifié et développé les compétences de plus de 200 employés. La productivité avait augmenté, le turnover diminué et l'environnement de travail était devenu plus humain et accueillant. Dr Philippe convoqua Émilie pour une réunion spéciale. « Émilie, je veux te faire une proposition qui peut paraître étrange, » dit-il. « Dites-moi, Dr Philippe, » répondit-elle curieuse. « Et si tu devenais associé de l'entreprise ? Tu as révolutionné notre façon de travailler, » proposa-t-il. Émilie resta silencieuse un instant. « C'est un immense honneur, mais je préfère rester consultante. J'ai d'autres projets que je souhaite développer, » répondit-elle. « Quel genre de projet ? » demanda-t-il intéressé. « Je veux créer une organisation qui aide les personnes dans des situations similaires
à celles que j'ai vécues. Des talents qualifiés qui ont besoin d'opportunités, expliqua Émilie. Compte sur moi comme partenaire dans cette aventure, proposa Dr Philippe. 2 ans plus tard, Émilie avait fondé l'Institut des talents invisibles, une organisation qui mettait en relation des professionnels qualifiés en situation de vulnérabilité avec des entreprises ayant besoin de leurs services. L'Institut aida des centaines de personnes à trouver un travail digne dans leur domaine de formation. Médecins immigrés, enseignants au chômage, ingénieurs en reconversion, tous trouvèrent de nouvelles opportunités grâce au programme. Sophie avait obtenu son diplôme en gestion et était devenue directrice exécutive de l'Institut. Lucas était en dernière année de médecine et avait déjà été accepté dans un programme de résidence en neurologie pédiatrique aux États-Unis. « Maman, tu te souviens quand je disais que tu t'humiliais en travaillant comme femme de ménage ?» demanda Sophie un jour. « Je m'en souviens, ma fille, » répondit Émilie. « Maintenant, je comprends que l'humiliation n'est pas dans le travail qu'on fait, mais dans la façon dont on est traité, » dit Sophie avec sagesse. « Exactement. Tout travail honnête est digne. Le problème, c'est les préjugés des gens, » confirma Émilie. Un mardi matin, 5 ans après la première réunion avec les Japonais, Émilie entra chez Laurent & Associés pour une consultation spéciale. L'entreprise s'étendait en Asie et avait besoin de son expertise. Dans l'ascenseur, elle croisa une nouvelle employée de ménage, une jeune femme timide et mal à l'aise. « Bonjour », salua Émilie avec gentillesse. « Bonjour, docteur », répondit la jeune femme, clairement intimidée. « Comment vous appelez-vous » demanda Émilie. « Florence », répondit-elle, surprise par l'attention. « Florence, depuis combien de temps travaillez-vous ici » poursuivit Émilie, sincèrement intéressée. « 1 semaine, dit Florence. « Et que faisiez-vous avant » demanda Émilie. Florence hésita avant de répondre. « J'étais professeur d'anglais, mais j'ai perdu mon emploi quand l'école a fermé. » Émilie sourit. Voilà un autre talent caché attendant d'être découvert. « Florence, aimeriez-vous parler avec moi après le travail ? Peut-être que je peux vous aider, » proposa Émilie. « Vraiment ?» demanda Florence, les yeux brillants d'espoir. « Vraiment. Mon bureau est au 22e étage, » dit Émilie. Cet après-midi-là, Émilie eut une longue conversation avec Florence sur sa formation et son expérience. Elle découvrit qu'elle avait une spécialisation en anglais des affaires et avait travaillé avec des entreprises multinationales. « Florence, je vais vous présenter à Cécile des RH. Nous avons un poste d'assistante en relations internationales qui pourrait vous convenir parfaitement, » dit Émilie. « Mais je viens d'être embauchée comme femme de ménage, » dit Florence, confuse. « Et alors ? Cela ne définit pas qui tu es ni ce que tu peux accomplir, » répondit Émilie. 2 semaines plus tard, Florence avait été promue assistante en relations internationales et travaillait directement avec Émilie sur des projets importants. L'histoire se répétait, prouvant que des talents méconnus étaient partout, attendant simplement que quelqu'un ait les yeux pour les voir. Un vendredi après-midi, Émilie était dans son bureau lorsqu'elle reçut un appel inattendu. « Émilie, c'est Tanaka », dit la voix familière en japonais. « Monsieur Tanaka, quelle joie d'entendre votre voix », répondit Émilie, surprise. « Je vous appelle pour vous inviter à un événement spécial à Tokyo. Je veux que vous rencontriez d'autres entrepreneurs français travaillant au Japon, » expliqua-t-il. « Ce serait un honneur, » répondit Émilie. 3 semaines plus tard, elle était à Tokyo, représentant non seulement Laurent & Associés, mais aussi l'Institut des talents invisibles. L'événement réunissait des entrepreneurs français et japonais intéressés par des échanges culturels et professionnels. « Votre histoire nous a inspirés à repenser notre vision des employés », déclara un entrepreneur japonais pendant le dîner. Émilie fut émue de constater que son parcours avait inspiré des changements dans d'autres pays. De retour en France, elle trouva Lucas en train de préparer une présentation sur ses recherches en neurologie pédiatrique. « Maman, j'ai découvert une amélioration possible du traitement que j'ai reçu, » dit-il enthousiaste. « Comment cela ?» demanda Émilie. « Si nous combinons la thérapie que j'ai suivie avec de nouveaux médicaments, nous pourrons aider plus d'enfants, » expliqua Lucas. Émilie sentit la fierté l'envahir. Le fils pour lequel elle s'était tant battue travaillait maintenant à sauver d'autres enfants. Sophie arriva à la maison à ce moment-là, apportant de bonnes nouvelles sur l'Institut. « Maman, nous avons obtenu un partenariat avec le gouvernement régional. Nous allons étendre le programme à toutes les régions de Paris, » annonça-t-elle. «
Combien de personnes pourront nous aider ? Demanda Émilie. Nous estimons que 1000 personnes par an auront de nouvelles opportunités de travail, répondit Sophie. Ce soir-là, Émilie s'assit sur la terrasse de sa maison, contemplant les étoiles. 5 ans plus tôt, elle rentrait épuisée après 18 heures de travail, inquiète de pouvoir payer le traitement de Lucas. Maintenant, sa famille était unie et prospère, son travail inspirait des changements sociaux et elle avait trouvé son but dans la vie, aider les autres à découvrir et développer leurs talents. Le téléphone sonna. C'était le docteur Philippe. « Émilie, j'ai une incroyable nouvelle. Vous avez été nommée pour recevoir un hommage de la Fédération des industries pour votre contribution à la gestion des ressources humaines, informa-t-il. « C'est un très grand honneur, répondit Émilie, émue. Vous méritez toute cette reconnaissance, Émilie. Vous avez changé des vies, transformé des entreprises et prouvé que la valeur des personnes va bien au-delà de leur poste, dit le docteur Philippe. Après avoir raccroché, Émilie réfléchit à son parcours. Elle avait commencé comme professeure universitaire, était devenue femme de ménage, puis l'une des consultantes les plus respectées du pays. Mais ce dont elle était le plus fière, ce n'étaient pas les titres ou les récompenses. C'était de savoir que des centaines de personnes avaient trouvé dignité et opportunité grâce à son travail. Le jour de la cérémonie, tout l'auditoire se leva lorsqu'Émilie monta sur scène. Dans l'assistance, il y avait Lucas et Sophie, le docteur Philippe, Cécile, Jean, Françoise et tant d'autres qui avaient fait partie de son voyage. Quand j'ai commencé comme femme de ménage, je ne m'humiliais pas. Je me battais pour ma famille, déclara Émilie dans son discours. Ce que j'ai appris, c'est que nous avons tous des talents qui attendent d'être découverts. Parfois, nous avons juste besoin de quelqu'un qui croit en nous. L'assistance applaudit debout pendant de longues minutes. Je dédie cet hommage à tous les travailleurs qui sont sous-estimés, à toutes les mères qui se battent pour leurs enfants et à toutes les personnes qui n'abandonnent pas leurs rêves, poursuivit Émilie, les larmes aux yeux. Après la cérémonie, une jeune femme s'approcha d'elle. « Docteur Émilie, je suis femme de ménage dans une entreprise et j'ai une formation en comptabilité. Votre histoire m'a inspirée à ne pas abandonner, dit-elle. « Comment vous appelez-vous » demanda Émilie. « Amélie, répondit-elle. « Amélie, donnez-moi vos coordonnées. Nous allons parler des opportunités, dit Émilie, imaginant déjà comment elle pourrait l'aider. Et ainsi, le cycle continuait. Émilie avait découvert que son plus grand talent n'était pas de parler des langues ou de connaître les réglementations internationales. Son vrai don était de voir le potentiel des gens et de les aider à le réaliser. 2 ans plus tard, Amélie était devenue comptable dans une entreprise de taille moyenne et bénévole à l'Institut des talents invisibles, aidant d'autres personnes à trouver des opportunités. Lucas était devenu l'un des principaux chercheurs en neurologie pédiatrique du pays, développant des traitements qui aidèrent des enfants dans le monde entier. Sophie avait transformé l'Institut en une organisation nationale avec des antennes dans plusieurs régions et des milliers de personnes aidées chaque année. Et Émilie continuait à faire ce qu'elle aimait le plus, découvrir des talents cachés et transformer des vies. Un dimanche matin ensoleillé, elle était chez elle à préparer le déjeuner quand elle reçut un appel de Florence. « Émilie, vous avez changé ma vie. Aujourd'hui, je suis responsable des relations internationales. Et tout a commencé avec notre conversation dans l'ascenseur, dit Florence, émue. Florence, le mérite vous revient entièrement. J'ai simplement ouvert une porte que vous avez franchie par vos propres efforts, répondit Émilie. Après avoir raccroché, Émilie sourit. Chaque réussite des personnes qu'elle avait aidées était comme un cadeau qu'elle recevait. Lucas entra dans la cuisine à ce moment-là. « Maman, je viens de recevoir une proposition pour travailler dans un hôpital pour enfants aux États-Unis, dit-il. « Et tu veux y aller ?» demanda Émilie. « Oui, mais pas pour toujours. Je veux apprendre de nouvelles techniques pour les mettre en œuvre ici en France, expliqua Lucas. « Alors pars avec ma bénédiction, dit Émilie en serrant son fils dans ses bras. Sophie arriva peu après, apportant des rapports de l'Institut. « Maman, nous avons atteint l'objectif de 1000 personnes réinsérées sur le marché du travail cette année, annonça-t-elle fièrement. « Et pour l'année prochaine ?» demanda Émilie. « Nous voulons doubler ce nombre, » répondit Sophie, ambitieuse. Cet après-midi-là, la famille se réunit sur la terrasse pour le déjeuner. Émilie regarda Lucas et Sophie, maintenant des adultes accomplis, et ressentit de la gratitude pour tout le chemin parcouru ensemble. « Vous savez de quoi je suis le plus fier ?» demanda Émilie.
« De quoi, maman » demandèrent-ils à l'unisson. « Que vous ayez appris que la vraie réussite est d'aider les autres à atteindre leurs objectifs », répondit Émilie. Ainsi, la femme qui un jour n'était vue que comme une femme de ménage était devenue une transformatrice de vie, prouvant que la valeur d'une personne ne se mesure jamais par le travail qu'elle fait, mais par l'impact qu'elle a sur le monde. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire de dépassement et de transformation. Connaissez-vous quelqu'un qui, comme Émilie, a dû accepter des emplois en dessous de ses qualifications pour subvenir aux besoins de sa famille? Croyez-vous que toutes les personnes ont des talents cachés qui attendent d'être découverts? Laissez votre commentaire avec vos réflexions sincères. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui traversent des situations similaires. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes qui touchent à le cœur.